C'est au départ de la gare de l'île Flandre que nous allons entamer le circuit numéro 1 de découverte de la capitale du nord de la France. Une ville de quelques 200 000 habitants, mais qui est à la tête d'une métropole regroupant 85 communes, parmi lesquelles Roubaix et Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, et dont l'ensemble dépasse le million d'habitants. Nous apercevons Euralille, centre commercial qui a donné son caractère moderne à l'île ces dernières années. La rue Faidherbe, par ici, est un axe aux immeubles haussmanniens, comme nous pouvons les voir également ici. La gare de l'île Flandre, d'où nous démarrons, a une histoire tout à fait particulière. Cette façade, en fait, est celle de la première gare du nord de Paris, en 1846. Elle a été démontée et a été transposée, déménagée ici à Lille à la fin du 19e siècle. La rue Faidherbe, face à nous. Faidherbe, général qui a défendu l'île pendant la guerre franco-prussienne 1870-1871. Il était à la tête de l'armée du Nord. La randonnée que je vous propose de faire avec moi couvre 6 km. C'est par la rue des Buisses que nous engageons le parcours. Le clocher de l'église Saint-Maurice. Nous la verrons plus tard. On s'engage dans la rue des Buisses. À droite, la rue du Vieux Faubourg va nous permettre de rejoindre la place Saint-Hubert. L'ancien s'intègre harmonieusement avec le moderne. Par ici, ça n'a pas vraiment un aspect de vieux Lille. Vue sur le centre Euralille. Voici la place Saint-Hubert dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne doit pas être la plus fréquentée du tout Lille. Très belle maison à l'angle de la place Saint-Hubert. Un peu plus loin, nous allons trouver la porte de Roubaix. Voici la fameuse porte de Roubaix, à un angle de la place Saint-Hubert. Un espace vert se trouve au-delà. On quitte la place Saint-Hubert en empruntant la rue des Canonniers.
se trouve en vue du boulevard Carnot, que nous dépassons. Le boulevard Carnot vers l'ouest. On poursuit toujours dans la rue des Canonniers, jusqu'à la place des Bleuets. Sur la droite se trouve le musée des canonniers sédentaires. Le corps des canonniers de Lille a été créé en 1483 et était connu sous le nom de confrérie Sainte-Barbe. L'édifice a été légué par Napoléon Ier au corps des canonniers en 1804. Le musée, qui recèle 3000 objets, raconte l'histoire de la défense de la ville. La place des Bleuets où nous sommes renferme une autre curiosité, le rang des arbalétriers. Allons voir. Quittons la place des Bleuets où en fait la verdure domine. À droite, la rue de Courtrai nous emmène vers la porte de Gand. Vraiment une jolie place que cette place des Bleuets. La porte de Gand se trouve à l'extrémité de la rue de Gand, rue à restaurant de Lille. Élément d'art moderne. Je ne pense pas qu'il soit classé. Mais ne décourageons pas les bonnes volontés. Par chance, la rue de Courtrai n'est pas très animée. Résidence Porte de Gand. Nous ne sommes donc pas très loin. Voici sur la droite la photogénique Porte de Gand. Nous venons donc de la rue de Courtrai. Et voici la rue de Gand. La porte de Gand a été construite du temps de l'occupation espagnole. Cependant, en 1670, Vauban l'a transformée. À l'étage, il y a un restaurant gastronomique.
En se rapprochant de la porte de Gand, on se rend mieux compte de son merveilleux appareillage de briques. La porte de Gand est intégrée au rempart. Franchissons la porte de Gand. On sort du noyau dense de la ville. Rapprochons-nous de la caserne Kléber. De l'autre côté, la porte de Gand a fière allure également. On y voit l'emblème de la monarchie française, le lys. Louis XIV est passé par là. Prise de Lille en 1667. Il ne se serait sans doute pas attendu à voir ces drôles de carrosses traverser sa porte. Dans le fossé, des tondeuses biologiques sont à l'œuvre. D'un coup, on passe du centre de la ville à une ambiance bucolique très agréable. Ils se prennent pour des bouquetins. Je resterai des heures à contempler la magnificence de cette porte de Gand. Et à propos, je vous engage à aller visiter cette magnifique ville flamande, avec la cathédrale Saint-Bavon et également son beffroi, le quai aux Herbes. Tout cela est magnifique. Poursuivons la balade. On se dirige vers le parc Churchill. Le grillage nous sépare de la caserne Kléber. Mais là, ce n'est pas le vieux Lille. Nous allons poursuivre dans cette direction. Une navette du vieux Lille ramasse les voyageurs dans cet endroit où il n'y a pas de métro. Ce n'est pas la rue des Bateliers que nous prenons, mais nous rentrons dans le petit espace vert. On s'engage dans le parc, ou plutôt la plaine Winston Churchill. La ligne du TGV Nord-Europe passe juste à proximité. Un terrain de sport a été installé ici, sûrement pour narguer Sir Winston Churchill, dont la devise était « No Sport ». Rappelons que ça ne l'a pas empêché de décéder à 90 ans. Moi, en tout cas, je vous incite à faire des sports doux, comme la randonnée pédestre, ce qui permet également de faire d'admirables découvertes en même temps. Dans cette partie, l'itinéraire s'éloigne vraiment du vieux Lille. Et cependant, nous en sommes extrêmement proches, sans que cela paraisse.
Dôme de l'église Sainte-Marie-Madeleine. Comme je n'ai pas vu la ligne de chemin de fer, qui pourtant est sur la carte, j'en déduis donc qu'elle doit être souterraine à cet endroit. On poursuit. Un petit sentier forestier s'enfonce dans le parc Churchill. Le sentier est dominé par de beaux tilleuls. Le sentier se rapproche du boulevard Robert Schuman. Il y a aussi un sentier en surplomb. La propreté à la française. Devinez où aboutit la plaine Winston Churchill? À l'avenue Winston Churchill. Comme on le voit, l'île n'est pas avare de bois et de petits parcs. Les pommes flamandes sont en route. J'aurais dû m'acheter un casse-croûte et me poser là. Le paysage urbain réapparaît. La fin de ce parcours en marge est proche. Après avoir traversé l'avenue Winston Churchill, on continue de ce côté. Cela va nous permettre de rejoindre le jardin écologique. On voit les vestiges des anciens remparts. Descendons. Reprenons le chemin en haut. Un petit escalier mène à l'ancienne porte d'eau. On ne se croirait pas à 2 pas du centre de l'île. L'endroit est charmant, on se croirait dans le marais Poitevin. On traverse.
Suite du parcours. Au sommet, on se trouve à proximité de petits jardins ouvriers. On les longe pour arriver au jardin écologique. Bientôt le bonheur des oiseaux ou des gourmands. L'endroit où nous sommes est la plaine de la Poterne. Des petits panneaux pédagogiques expliquent les lieux. On arrive à la grille qui ferme le jardin écologique. Un jardin créé en 1985 et qui est le premier du genre en France. C'est un mélange de jardin et de friche. La nature s'y exprime librement sans utilisation de produits chimiques. Hélas, en 2020, avec la crise sanitaire du coronavirus, malheureusement l'entrée est confidentielle. Floraison d'ail. Fini les espaces verts, à partir de cet endroit, nous allons rentrer dans la partie urbanisée de la ville. Tout d'abord la rue du Gué. Dans l'axe, nous allons aboutir à la maison natale de Charles de Gaulle. Quartier soigné. La rue du Bastion Saint-André n'offre pas de demeure ancienne. Elle n'en présente pas moins des demeures agréables à l'œil. Beaucoup de militaires à Lille. Craindrait-on une invasion belge ? Si De Gaulle voyait ça, il ne reconnaîtrait plus son quartier. Rue de la Cense au Blé. La rue du Béguinage, au-delà de la rue Saint-Sébastien, va nous permettre d'aboutir à la maison de Gaulle. Dans le fond, le jardin écologique. Comme on le voit, la rue du Gué est déjà assez longue. Rue Saint-Sébastien. Même les immeubles modernes présentent des pignons. Allons voir la maison natale de Charles de Gaulle. Ah, les sagouins, aucun respect. On commence à arriver dans un quartier plus ancien. On arrive vers l'extrémité de la rue du Béguinage.
On débouche dans la rue Princesse, où est né Charles de Gaulle, au numéro 9. C'était la demeure de son grand-père maternel. Le temps de sentir un peu le jasmin, et l'on continue. La rue Princesse est une rue tranquille qui a plutôt belle allure. Cependant, mon plan est trompeur parce qu'il met la maison natale de Gaulle dans l'axe de la rue du Guet et du Béguinage, et en réalité le numéro 9 se situe un peu plus loin. Ça, c'est le côté des numéros pairs. Et hélas, la maison de Gaulle est recouverte d'échafaudage. Ça, c'est le 11, juste à côté. La maison natale de Gaulle a ouvert au public en 1983. Elle a fermé en novembre 2019 et doit réouvrir en novembre 2020, en espérant que le coronavirus n'aura pas retardé les travaux. Il n'y a pas moins de 25 pièces dans la maison. Le grand-père maternel de Charles de Gaulle en avait fait une fabrique de dentelles. Ce n'est pas de ce côté que nous devons nous diriger, c'est de l'autre. Nous avons fait un aparté donc pour admirer ce que nous avons pu de cette maison de Gaulle. À présent, on longe la rue Princesse jusqu'à la rue Saint-André. Pétri du charme du Nord, tout ceci réjouit l'œil. On tourne sur la gauche, rue Saint-André. Comme on le voit, cette rue est pavée. On la suit sur une assez grande longueur jusqu'à la rue du Pont-Neuf. On franchit la rue de Gemap, toujours la rue Saint-André. Aspect de la rue de Gemap. Fleur de trottoir. On a atteint la rue Voltaire. De l'autre côté, c'est la rue de la Halle. Mais on continue à suivre la rue Saint-André.
Nous arrivons sur une belle petite placette d'où se détache la rue du Pont-Neuf que nous allons emprunter. Un petit air nordique. Avançons dans la rue du Pont-Neuf. Nous allons voir les façades de Guingois. Les façades sont un peu bombées, déformées par ici. L'architecture est d'un grand intérêt à contempler. Mais nous ne sommes pas encore à bout de ces 6,5 km de circuit. Vue sur l'église Sainte-Marie-Madeleine. Nous sommes au-dessus de l'avenue du Peuple belge. Descendons l'escalier pour passer devant le palais de justice. Le boulevard est bien large. La masse moderne du palais de justice. On dépasse le palais de justice en direction de la place Louise de Béthigny. Angle de l'avenue du Peuple belge et de la rue Saint-Joseph. À côté du palais de justice moderne, le musée de l'Hospice Comtesse, ancien. Initialement, l'Hospice Comtesse était un hôpital construit par Jeanne de Constantinople en 1237. Il a été incendié en 1468. Après des reconstructions, transformations, au XVIIe et au XVIIIe siècle, il a été transformé en hospice en 1789, puis en orphelinat. Et aujourd'hui, c'est un musée. Avant cela, admirons le bel ensemble de la place
Louise de Bettigny. L'îlot Comtesse, tout autour. Les maisons de style ancien sont vraiment très très belles. Le musée de l'Hospice Comtesse est un musée d'histoire et d'ethnographie. Le Nord. Il faut avouer que cette vue a de l'allure. Le détail du lieu est charmant. Nous passerons par cette rue tout à l'heure. Mais revenons place Louise de Bettigny. Nous allons faire le tour et nous verrons l'Hospice Comtesse de l'autre côté tout à l'heure. Par ici. Louise de Bettigny, qui donne son nom à cette place, est une héroïque résistante de la Grande Guerre. Quant au boulevard du peuple belge, il recouvre aujourd'hui un bras de la Deûle. Le bras en question a été comblé en 1936. À l'angle de la place Louise de Bettigny, on peut admirer la maison de Gilles de la Boë, un épicier grossiste. Cette maison date de 1636. On la contourne. L'endroit est plutôt sympathique à l'œil. Celle-ci aussi est richement décorée. On s'engage dans l'une des plus belles rues du Vieux-Lille, la rue de la Monnaie. Dans le secteur, Louis XIV avait ordonné la construction d'un hôtel de la Monnaie en 1685. Et quand Louis XIV avait ordonné quelque chose, il valait mieux ne pas traîner. Explorons la rue de la Monnaie jusqu'à la place du Concert. Un petit coup de ravalement serait bienvenu.
On repasse devant le musée de l'Hospice Comtesse. Par ici, les façades sont du XVIIIe siècle. Voilà, bonne journée. La porte du musée de l'Hospice Comtesse est fermée le lundi. Poursuivons dans cette belle rue. Non mais en vrai ça, c'est chier. L'étape du domaine. Des petites cours intérieures abritent des restaurants. La rue comporte des estaminets, ces petites brasseries, ces petits cafés du Nord. La rue de la Monnaie aboutit à la rue du Palais de Justice. On change de style. On aboutit sur la place du Concert, où se trouve le conservatoire de musique qui date de 1808. L'angle de la rue d'Angleterre. André, maire de Lille, 1792. Le conservatoire de musique. On rebrousse chemin dans la rue de la Monnaie jusqu'à la rue au Pétrinck. La rue au Pétrinck est une déformation de Haut-Pétrin. Il y avait de la boulangerie au Moyen-Âge. La rue au Pétrinck nous emmène place aux Oignons. Voici la place aux Oignons. Aspect de la place aux Oignons. L'église Notre-Dame de la Treille est toute proche. Rue des Vieux Murs. Rue Coquerez. On rejoint la rue des Trois Molettes. Ces trois molettes étaient les trois poulies d'un puits qui permettaient de tirer l'eau plus vite. À l'angle de la rue des Trois Molettes, on arrive à proximité de l'édifice religieux le plus imposant de l'île, l'église Notre-Dame de la Treille. L'île n'avait jamais eu de cathédrale et le projet est né en 1854. Il a fallu attendre 1999, pas moins, pour que le tout soit fini. L'édifice est bâti sur l'emplacement de l'ancien château disparu des comtes de Flandre.
Les projets initiaux étaient plus grandioses encore, mais la construction a été ralentie pour des problèmes financiers et également par les guerres, les vicissitudes de l'histoire. Le style est gothique, comme Chartres, Amiens ou Reims, mais vous êtes sans doute déconcerté par la façade de béton. Cette façade est due à l'architecte lillois Pierre-Louis Carlier. Il y a une ogive de 30 mètres de haut, tapissée de 110 plaques translucides de marbre blanc. Le portail en bronze est l'œuvre ultime de Georges Jeanclos en 1997. L'entrée se fait par le flanc. Il sera bon de procéder au décrassage du trumeau comme du tympan et des archivoltes. Voici la maquette du projet initial. Si l'on compare avec la façade actuelle, il y a eu un petit peu de changement. Le grand orgue provient de la Maison de la Radio à Paris. C'est l'un des 4 plus grands de France. Le chœur. Je sais que tu as des grandes portes. La rose de Ladislas Kijno. Elle illustre la résurrection. Bas côté droit. Il s'agit ici du retable de Notre-Dame du Rosaire, qui nous vient d'Espagne.
déambulatoire. Les vitraux sont magnifiques dans le déambulatoire. Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Chapelle Saint-Jean. Dans la Sainte-Chapelle, les 11 verrières parlent de la vie de la Vierge. Arnould, Éloi et Nicolas sont honorés dans la chapelle Sainte-Anne. Ils sont patrons des corporations les plus actives à Lille. Chapelle de Charles le Bon.
Mon vieux Saint-Pierre, il va peut-être falloir passer aux clés électroniques. Chapelle du Sacré-Cœur. Que penseraient les Lillois de 1854 en comparant la cathédrale actuelle avec leur projet initial? Moi, je la trouve plutôt réussie, surtout que, regardez, il y a ma copine, la Normande Sainte-Thérèse de Lisieux. D'autant que, regardez, c'est elle la trésorière. S'il vous plaît. Regagnons la sortie. À la sortie, je m'engage sur la gauche dans la rue du Cirque. Vue sur le beffroi de la Chambre de commerce. La jeunesse lilloise sait où se retrouver. La rue du Cirque nous amène rue Basse. Elle est ainsi nommée en raison de sa situation encaissée. On tourne sur la gauche. On rattrape la rue de la Grande Chaussée. Rue de la Grande Chaussée qu'on emprunte sur la droite. Un établissement avec une belle déco. Les façades se succèdent harmonieusement. Nous sommes parvenus à l'extrémité de la place du théâtre. À cet endroit démarre la rue Le Pelletier, qui rattrape la rue Basse, avec ses boutiques de luxe. Je décris en détail la place du théâtre dans la randonnée numéro 2. Rendez-vous donc pour les détails dans ce film qui s'intitule « Vers la citadelle ».
chambre de commerce et d'industrie de Lille, avec son merveilleux beffroi. Dirigeons-nous vers la vieille bourse. Après la chambre de commerce, on trouve l'opéra. Voir mon film numéro 2. Nous sommes en vue de la merveilleuse vieille bourse. La vieille bourse date de 1653 et est due à Julien d'Estrées. Les commerçants de Lille voulaient rivaliser avec les bourses des grandes villes des Pays-Bas. Julien d'Estrées était sculpteur sur bois. Aussi les guirlandes, mascarons, grappes de fruits et chutes de fleurs ornant la façade de la vieille bourse évoquent un bahut flamand. On peut pénétrer à l'intérieur les après-midi sauf le lundi, c'est-à-dire sauf aujourd'hui. Il y a un marché aux bouquinistes. Nous allons prendre la rue des Sept Agaches. L'opéra et donc le beffroi de la chambre de commerce et d'industrie, voire Lille 2. La rue des Sept Agaches relie la place du Théâtre à la Grand Place, ou place du Général de Gaulle. Au Moyen-Âge, la Grand Place était la place du marché. La Grand Place, c'est le cœur battant de Lille, comme le Capitole est le cœur battant de Toulouse, le Vieux-Port est le cœur battant de Marseille, etc. Au centre de la Grand Place, la colonne de la déesse qui tient un bout de feu. Elle date de 1845. Elle symbolise la résistance héroïque de Lille lors de l'invasion autrichienne de 1792. Dans la Grande Garde de 1717, le Théâtre du Nord. Cette Grande Garde est un ancien bâtiment de corps de garde de style classique. Le Furet du Nord est l'une des plus grandes librairies d'Europe. 7000 m² de livres. Rue Nationale. L'immeuble de la Voix du Nord, journal fondé en 1944, avec ses statues dorées au sommet du pignon.
rejoint le palais Riour. On y accède par la rue Riour. La rue Riour débouche sur la place Riour. Le monument aux morts, voire mon film numéro 2, cache le palais Riour en partie. Palais des comtes de Flandre, duc de Bourgogne, 1473, mais ce n'est qu'un fragment qui subsiste. Il abrite l'office de tourisme aujourd'hui. Nous jetterons un coup d'œil dans le palais Riour, dans le circuit numéro 4. Car ce n'est pas un simple office de tourisme. Il y a de belles salles à voûte en ogive que nous pourrons observer. Quittons la place Riour. L'église Saint-Maurice nous attend. De la place Riour se détache la rue de la Vieille Comédie. Par cette rue, nous allons rattraper la rue du Sec à Rambaud. La rue de la Vieille Comédie se prolonge par ici et voici la rue en question. Perdue, c'est la rue de Béthune, mais la rue Sec à Rambaud est dans le prolongement. Beaucoup de rues commerçantes se croisent ici. Par la rue du Sec à Rambaud, nous allons parvenir au parvis Saint-Maurice. Il faut qu'on aille vite voir d'abord. À l'angle de la rue Pierre-Mauroy, ancien maire de Lille, ancien Premier ministre. L'église Saint-Maurice est une église-halle de style gothique, édifiée du XVe au XIXe siècle. Elle compte pas moins de 5 nefs. Beau vitrail moderne à l'entrée.
Les fenêtres diffusent beaucoup de lumière. Superbe chair en bois sculpté. Derrière le chœur, les vitraux sont chatoyants. Éteindre les flammes de l'enfer. Dans les églises, autrefois, les colonnes étaient peintes. Et voici cette pauvre Jeanne d'Arc. Et voici le fameux Saint Maurice qui donne son nom à l'église. C'était un légionnaire romain et il a refusé de participer à une cérémonie païenne. Il a été exécuté pour ça.
voici pour la visite de cette église Saint-Maurice, l'une des églises les plus intéressantes de l'île. Après la visite de l'église Saint-Maurice, on tourne à gauche dans l'ancienne rue de Paris, qui, comme je l'ai dit, porte maintenant le nom de rue Pierre-Mauroy. On tourne aussitôt à droite dans la rue des Ponts de Comines. Nous rejoignons la rue Faidherbe et ses immeubles haussmanniens. Vous verrez le détail de la rue Faidherbe dans le film L'île 2. Nous sommes à présent à proximité de notre point de départ, la gare de l'île Flandre. La boucle se termine. On se croirait tout à fait sur les grands boulevards parisiens. Fin du circuit numéro 1, en attendant d'autres découvertes.